Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Anna Kubišta. Christelle Havranek, bonjour. Bonjour Anna. Bienvenue dans notre podcast Dialogue Paris-Prague. Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast tchéco-français produit par Radio Prague International en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. Alors Christelle Havranek, vous êtes une personnalité incontournable du dialogue culturel franco-tchèque dans le domaine des arts. Et pourtant, je me rends compte que les sujets qui vous concernent, concernant ce qui vous a amené, vous, en Tchéquie, ce qui vous a conduit aussi à y rester, sont un peu à l'image de votre personnalité, très discrets. On en sait beaucoup sur le résultat de votre travail, dont on parlera bien sûr un peu plus tard, mais finalement peu sur vous-même. Et je me disais que c'était l'occasion, justement, ce podcast, de parler un peu de vous. Peut-être, d'où venez-vous? Et plutôt dans votre vie avant Prague, est-ce que vous envisagez justement de vivre un jour ailleurs ? Oui, c'est une question que je peux me poser de temps en temps parce que moi-même, je m'étonne d'avoir vécu si longtemps, plus de la moitié de ma vie, dans un pays qui n'est pas celui où je suis née. Et si je réfléchis un peu, je crois que depuis toute petite, j'ai toujours voulu voyager. Je pense que un des traits de ma personnalité, c'était la curiosité. Et je crois que j'ai toujours voulu vivre ailleurs. Alors pourquoi Prague, justement ? Quel est le parcours de vie qui vous a amené ici et surtout qui vous a fait y rester ? C'est une question qui pourrait appeler une réponse très très longue. Je vais essayer d'être concise parce que ça s'est fait de manière assez, je dirais, spontanée. S'il n'y avait pas de plan, j'avais pas prévu de vivre aussi longtemps, comme je l'ai dit, dans ce pays, dans cette ville. Mais c'est un enchaînement de hasards, peut-être, on peut appeler ça comme ça, qui ont fait que j'ai été attirée d'abord par une partie du monde, qui est l'Europe centrale, l'ancien bloc soviétique. J'ai eu la chance, quand j'avais 14 ans, de faire un voyage scolaire à Moscou et Leningrad, parce que j'avais choisi, alors là c'est encore toute une histoire, mais que je vais pas raconter ici, le russe comme deuxième langue. Donc je me suis retrouvée avec 6 élèves dans cette classe de russe, dans une ville de Bretagne. C'était complètement absurde à l'époque de faire du russe quand on n'avait rien en commun avec le pays, mais ça c'est une autre histoire, comme je l'ai dit. Et donc j'ai découvert grâce à ce voyage un peu dépaysant, même très dépaysant, en 1985, pendant la perestroïka, un monde qui m'a ébloui, qui était très différent de tout ce qu'on m'en avait dit, parce que j'avais vu le film 1984 et j'avais l'impression que la Russie, c'était un pays dystopique, avec des micros partout, et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. L'architecture était splendide, les gens étaient chaleureux, et depuis ce jour, je me suis dit, dès que je peux, je veux retourner de l'autre côté du rideau de fer. Et Prague, en fait, après la chute donc du mur de Berlin, faisait partie de ces villes quand même un peu magiques dont on avait entendu parler. Plus accessible peut-être à l'époque ? Oui, c'est vrai, parce qu'elle était à la frontière de l'Europe de l'Ouest. On était encore dans une zone non européenne en 91 quand je suis venue à Prague. Et puis, oui, c'est un ensemble de témoignages en fait que les gens m'ont donné quand j'étais en France, qui m'ont fait penser que cette ville était une des villes à découvrir absolument. Vous connaissiez peut-être un peu la littérature, les artistes tchèques, la dissidence, tout ça, ça vous parlait à l'époque ? Oui, ça me parlait. D'abord, j'ai vu ce film Amadeus aussi, quand j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, et j'ai su qu'il y avait un metteur en scène qui s'appelait Miloš Forman. Donc c'était mon premier lien avec ce pays, la Tchécoslovaquie. J'ai suivi tous ces films, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Air. Enfin, j'étais passionnée par ce metteur en scène, et donc déjà j'avais l'idée que ce pays était un pays d'intellectuels, de gens qui avaient une culture assez forte, et puis Václav Havel, dont on entendait beaucoup parler dans les médias en France dans les années 89, et même un peu avant. Et même un peu après, d'ailleurs aussi, dans les années 90, je me souviens, plein d'émissions théma sur Arte sur lui, autour de des Tchèques, de la Tchécoslovaquie à l'époque. On en parlait beaucoup plus qu'il y a quelques temps que ce dont on peut parler aujourd'hui, en fait. Oui. Et puis il y avait Kundera, encore une personne très emblématique du pays, qui était quand même assez visible et assez connue dans le monde entier, pas seulement en France, dont je ne connaissais pas vraiment les livres, si je vais être honnête. J'avais plutôt vu le film L'insoutenable légèreté de l'être, parce que j'avais une culture plutôt cinématographique. Je lisais pas tant que ça, à vrai dire, quand j'étais adolescente, où je lisais beaucoup de bandes dessinées, mais pas tellement de livres
intellectuelle, on va dire. Mais j'avais vu ce film qui m'avait aussi donné une idée, même s'il n'avait pas été tourné à Prague, de ce que pouvait être Prague. Il a été tourné à Lyon. Tous ces éléments ont fait que je me suis dit, allez, il faut que je voie cette ville. Et qu'est-ce qui vous a fait rester alors justement quand vous l'avez découverte cette ville ? Qu'est-ce qui m'a fait rester ? C'est un peu compliqué d'y répondre. C'est un sentiment que je ne saurais exprimer, une forme d'euphorie peut-être quand je suis arrivée donc en 91 seule. C'était mon premier voyage seule. J'avais 20 ans. J'ai aimé être seule, je pense, en découvrant un monde nouveau. C'était une première expérience très forte. Et puis la langue. Au bout de 2 semaines à Prague, je me suis dit, mais je veux apprendre cette langue, donc j'ai tout fait pour pouvoir y vivre plus longtemps, mais sans savoir combien de temps je resterais. C'était vraiment intuitif, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, une envie de vivre quelque part pendant un certain temps, sans savoir combien de temps, mais de vivre une expérience quand même plus longue que juste des vacances. Et puis vous parliez d'euphorie, il y avait aussi peut-être ce sentiment d'euphorie dans Prague, en Tchéquie, en Tchécoslovaquie, encore à l'époque de cet après 1989. Vous avez ressenti ça à l'époque ? Tout à fait, oui. Et je dois dire que j'ai ressenti ça, et c'est intéressant de le dire à la radio, j'ai ressenti ça en écoutant une émission radio en France, dans ma cuisine, je me souviens exactement, en 1989, un reporter de Radio France qui s'appelait Daniel Mermet, dans une émission que j'adorais qui s'appelait Là-bas si j'y suis, qui nous faisait voyager à travers la radio, était dans les rues de Prague et interrogeait des gens. Et j'ai entendu cette voix, c'est incroyable parce que la voix peut transmettre des émotions, des Tchèques en fait qui témoignaient avec un accent, parfois, ils parlaient français certains, et je me suis dit, voilà, il faut que j'y aille, il faut que j'y sois. Et c'était exactement ce que j'ai ressenti une fois dans la ville. Cette ouverture, le fait d'être étranger, de venir de l'Ouest, on était accueillis à bras ouverts. Tout le monde avait envie de discuter avec moi. Enfin, je m'étais jamais sentie aussi intéressante dans ma vie. Donc peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de rester. Vous parliez de la langue tchèque que vous avez voulu tout de suite apprendre à peine 2 semaines arrivées à Prague. Quel est votre rapport justement avec cette langue tchèque ? Est-ce que c'est un peu devenu pour vous une deuxième maison où vous aimez vivre et vous déplacer ? Alors parler de maison, je crois que c'est pas vraiment ce que je dirais, parce que ce que j'ai compris, et ça je pouvais pas le savoir avant d'avoir pratiqué cette langue aussi longtemps, c'est que je la parlerai jamais aussi bien que ma langue maternelle. J'ai fait un peu le deuil de ça. Je pense on a chacun une limite dans l'apprentissage d'une langue. Le mien, voilà, il est arrivé peut-être au bout de 10 ans. Enfin la mienne, cette limite. Mais je me sens assez à l'aise, mais je ne peux pas écrire, par exemple, ou je voudrais pas écrire en tchèque, ou si j'écris, c'est vraiment parce que c'est nécessaire, mais je suis pas très fière de ce que j'écris. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence entre ces 2 langues, pour moi, qui restera pour toujours. Pour le coup, vos enfants grandissent ici, élevés dans une culture franco-tchèque, donc aussi dans le français et le tchèque, dès le départ, pour le coup. Dans quelle mesure est-ce que c'est un peu pour vous des traits d'union avec cette langue, cette deuxième culture, qui sont aussi les vôtres aujourd'hui ? Ce que j'ai compris, donc j'ai 3 enfants, ce que j'ai compris, c'est que chaque enfant a une perception différente du bilinguisme. Mon fils, l'aîné, donc très longtemps, a été assez résistant vis-à-vis de la langue française, ce qui me rendait triste. Je savais pas trop comment le faire parler français. Je savais qu'il comprenait bien, mais je le ressentais comme un rejet de ma culture. Par contre, mon deuxième enfant, ma première fille, elle a été très vite plutôt française, on va dire. Voilà. Et puis voilà, avec le temps, ma 3e fille, elle est un peu entre les deux. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont très bien acquis, et ils en sont très fiers, cette binationalité. Et oui, c'est un trait d'union entre nos 2 pays, et je trouve que c'est une chance énorme pour ces enfants d'avoir dès le départ eu 2 perspectives, en fait, 2 manières de penser à travers leur père, à travers leur mère, à travers les cultures. Je pense que c'est un enrichissement énorme. Est-ce que vous êtes déjà posé la question du retour ? Non. mais je dis du départ peut-être, mais pas du retour. Retourner, je crois que c'est impossible, ce sera jamais comme avant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a voyagé, ou une fois qu'on a vécu cette expérience incroyable de vivre ailleurs, on a du mal à se dire que c'est la dernière fois qu'on vivra ça. Donc je crois toujours que peut-être un jour je vais vivre
ailleurs. Ça peut être ailleurs en France ou ailleurs dans le monde, je ne sais pas. Mais je ne veux pas me dire que c'est terminé cette expérience. Longtemps, vous avez travaillé à l'Institut français de Prague, à la Galerie 35. Est-ce que peut-être, pour faire un petit peu la transition sur vos activités aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu votre parcours et votre lien à l'art ? Oui, donc j'ai travaillé à la galerie de l'Institut français depuis, je dirais, 1996 jusqu'à 2016. Donc c'est très long, c'est 20 ans de ma vie. Mais juste avant, j'étais donc étudiante. Comme je vous l'ai dit, je suis restée à Prague par impulsion, enfin je veux dire assez spontanément. Mais après, j'ai continué mes études par correspondance en histoire de l'art. J'ai donné des cours de français à l'Institut français et de fil en aiguille, mes directeurs successifs, sachant que j'avais cet intérêt pour l'art, le jour où un poste qui avait un lien avec ma formation s'est ouvert, on me l'a proposé, donc ce que je considère comme un hasard très très heureux. Il y avait peu de Français qui avaient ce profil, à la fois connaître la langue du pays et avoir un diplôme en histoire de l'art. Donc on m'a proposé la responsabilité de la galerie 35 et là j'ai appris tout. J'ai tout appris en fait, à organiser des expositions, travailler avec des artistes, vivre entre les deux pays, connecter les deux mondes culturels. C'était une période extraordinaire à l'Institut français où on avait plein de choses à faire avec les représentants de la culture locale qui étaient très intéressés par ce qu'on représentait. Donc oui, c'était une très belle expérience. Et puis c'est vrai que pour le coup, les années 90, beaucoup de gens à Prague se souviennent justement de ce bouillonnement, de cette effervescence autour de l'Institut français. C'était très vivant et enrichissant, paraît-il, ces années-là, particulièrement au niveau des relations culturelles franco-tchèques. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup moins de galeries qu'il y en a aujourd'hui. Une soif de découvrir l'art du monde dit de l'Ouest, qui n'était plus, mais peu d'artistes ou peu de personnes intéressées par l'art avaient eu l'occasion de découvrir les grands photographes français, parce qu'on était un petit peu plus, je dirais, spécialisé en photographie dans les années 90 à l'Institut français. Ensuite, on a diversifié les médiums, enfin les médias, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment un intérêt des deux côtés, très très fort, et c'était très très encourageant, très enrichissant cette période. Alors l'art, c'est aussi une affaire de famille, puisque votre mari, Vít Havránek, a été longtemps alors à la tête de l'initiative et la galerie Transit à Prague. Aujourd'hui, il est vice-recteur à l'Académie des Beaux-Arts à Prague. Quelles sont les scènes artistiques justement que vous avez découvertes, vous, ici en Tchéquie ? Quels artistes tchèques sont chers à votre cœur et que vous aimeriez peut-être davantage voir connus en France ? C'est une question délicate parce que je veux pas mettre en avant un artiste plus qu'un autre. Il y en a énormément que j'apprécie beaucoup, de toutes les générations. Mais je dois dire que j'ai une affection particulière par des artistes de ma génération, ceux que j'ai rencontrés justement au moment où j'ai rencontré mon mari, à l'époque juste des années 90, fin 90, où il y avait des vernissages dans des petites galeries qui venaient d'ouvrir, les premières galeries un peu commerciales, mais pas complètement, parce que le modèle était en train de se créer, donc tout était assez... il y avait beaucoup d'improvisation, et à cette époque-là, il y avait de jeunes artistes qui étaient dominants, qui dominaient la scène, dont des artistes femmes qui ont été un petit peu oubliés depuis, mais dont on reparle récemment, et qui sont, je vais te citer 3 noms, Kateřina Vincourova, Veronika Bromova, Markéta Ottová, qui représentaient cette génération pleine d'énergie, qui n'hésitait pas, qui innovait justement, qui sortait des sentiers battus, qui travaillait avec des matériaux très inédits. L'une utilisait l'ordinateur à une époque où ça se faisait peu. Donc vraiment, ces 3 femmes-là, je les admire encore, je les admirerai toujours, et elles ont été très importantes dans les années 90. Alors aujourd'hui, vous exercez votre métier
Et vous offrez vos compétences à la Kunsthalle. Alors c'est un grand projet artistique que vous avez mené à bien en tant que commissaire responsable des expositions. Il faut dire aussi quand même que tout ça s'est préparé pendant le Covid-19, donc c'est quand même une période très particulière. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé justement dans cette aventure à la Kunsthalle qui paraît être, en tout cas au vu du résultat et de l'idée de départ, un des projets d'art les plus ambitieux de la ville de Prague, enfin dans la ville de Prague plutôt, depuis des années? Alors oui, rétrospectivement, je me dis que j'ai eu énormément de chance parce que j'avais peu d'informations quand on m'a approché en 2016 pour me demander si je voulais postuler à cette position de non seulement commissaire en chef, mais aussi responsable de la dramaturgie d'un nouveau centre d'art à Prague. C'est aussi ma curiosité, je dirais, très personnel qui a fait que j'ai été intriguée par cette proposition qui me faisait peur évidemment, mais j'ai voulu proposer un projet donc pour ce nouveau lieu qui n'existait pas puisqu'il était même pas en cours de rénovation, l'espace. Et voilà, c'est incroyable qu'après 6 ans, parce que la construction a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Les travaux, parce que faut dire qu'en effet, c'est dans un bâtiment, une ancienne station de transformation d'électricité qui a été entièrement retapée. Tout à fait. Ouais. Donc quand j'ai commencé, d'abord, ce que je dois dire, c'est que j'ai été approchée, mais on était 12 candidats pour ce poste, donc c'était pas non plus gagné d'avance et c'était vraiment très ouvert. Les fondateurs, qui sont 2 collectionneurs, Peter et Pavlina Pudil, savaient qu'ils voulaient créer un nouveau lieu consacré à l'art en République tchèque, mais ils étaient assez intéressés par diverses propositions. C'était pas fermé, c'est-à-dire qu'on pouvait présenter leur collection ou pas, qu'on pouvait proposer de se concentrer sur l'art moderne ou plutôt l'art contemporain. Donc c'était quand même un beau défi. Et donc j'ai proposé un projet qui leur a plu, qui a fait que j'ai été recrutée. Et je dois dire que oui, il y a eu énormément de péripéties sur le chemin, le Covid-19, mais ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que finalement l'état du monde pendant le Covid-19, c'était l'état qui était le mien depuis que j'avais été recrutée, c'est-à-dire que j'étais dans l'incertitude perpétuelle, je ne savais pas de quoi serait fait demain, et quand tout le monde s'est retrouvé dans cette situation, j'étais moins perturbée que le reste du monde puisque c'était ma vie au quotidien. Quand je réfléchissais justement à cet entretien, j'essayais de mettre 2 minutes à votre place, parce que je trouve qu'en tant que femme, justement, on a toujours un peu tendance, même inconsciemment, sans le vouloir, à souffrir de ce fameux syndrome de l'imposteur. Moi, ça m'arrive souvent. Quand on nous propose justement quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourtant nous correspond, mais pour lequel on se dit peut-être non, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, etc. Comme si on le méritait pas. Est-ce que vous avez ressenti ça quand on vous a fait cette proposition-là, ou alors pas du tout? Vous vous êtes dit allez, je suis curieuse, j'y vais, hop, j'essaye. Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours vécu avec ce syndrome. Je pense que ça fait partie aussi de mon caractère. Je n'ai jamais vraiment cru en moi, mais donc j'ai une certaine expérience. Je ne m'écoute pas forcément dans ces moments-là, puisque déjà quand j'étais étudiante, je pensais que j'étais pas au niveau. Faire de l'histoire de l'art, je l'ai choisi à contre-courant. On m'a souvent dit mais pourquoi tu fais ça? Tu trouveras jamais de travail si t'as pas de connexion, que je n'avais pas du tout. Donc j'ai été quand même aguerrie. Je savais que ce syndrome, je l'aurais, qui fait partie de moi, mais que ça voulait pas forcément dire que j'étais pas capable. Donc déjà, à ce moment-là de ma vie, j'étais pas si jeune que ça quand on m'a proposé cette position, ce poste, je suis allée contre ce sentiment, je dirais, évident que j'étais pas la bonne personne, mais je me suis dit, tant pis, qui n'essaye rien n'a rien, alors tentons. En tout cas, vous l'avez fait, et la Kunsthalle a ouvert début février 2022, ou fin février 2022, enfin bon, en tout cas en février. Qu'est-ce que ça vous a appris? Alors, d'une part, ces dernières années, à travailler justement sur ce projet, et en même temps, ces premiers mois, en fait, puisqu'il n'y a même pas encore une année écoulée depuis l'ouverture. Ce que ça m'a appris, justement, donc en dehors du fait qu'il faut pas écouter ce sentiment qu'on a d'être un imposteur, parce que je pense que tout le monde l'a, plus ou moins, à divers degrés, que la confiance c'est un moteur absolu pour tout projet, et que à la fois la confiance qu'on m'a donnée
a été pour moi une motivation incroyable. Ça m'a donné des ailes, je dirais, pour faire ce travail, et je serai jamais assez reconnaissante à ce couple de fondateurs et à ma directrice de m'avoir fait confiance. Et moi aussi, j'ai appris à faire confiance aux autres, parce que c'est vraiment un sentiment réciproque. Donc, quand on travaille avec des artistes, quand on travaille avec une équipe, qu'on crée cette équipe, parce qu'on l'a un peu créée de toutes pièces, eh bien, il faut vraiment faire confiance aux gens. Donc, j'ai appris ça. Je crois que c'est vraiment la leçon que j'avais peut-être pas bien comprise avant dans ma vie, que j'ai apprise au cours de ces dernières 7 ans. Comment est-ce que vous définiriez ce qu'est la Kunsthalle ? Je trouve ça assez intéressant d'avoir donné justement un nom allemand à cette institution. C'est un peu dans ma tête comme s'il fallait faire revivre un peu ce qui jadis justement caractérisait les pays tchèques et Prague. Surtout cette présence germanophone et des cultures, ces cultures parallèles, complémentaires. En tout cas, c'était le cas, et même si c'est parfois une espèce d'image un peu rêvée, puisque les relations n'étaient pas forcément toujours au beau fixe. Mais c'est ça que ça évoque. Oui, et c'est intéressant parce que pour moi, en tant que Française, la Kunsthalle, c'est pas aussi connoté que pour un Tchèque. Le mot allemand, moi, je l'ai tout de suite considéré comme un type d'institution plus que comme un mot d'origine allemande. Donc le terme existait quand j'ai été sollicitée pour ce poste, et moi je me suis dit Kunsthalle, c'est un centre d'art moderne et contemporain. Je veux faire partie du projet, sans penser à ce que ça pouvait créer dans le quotidien ou ce que les Tchèques pourraient percevoir avec cette terminologie. Et c'est après coup que je me suis rendu compte à quel point c'était audacieux de la part des fondateurs d'avoir utilisé ce terme. Et on a été pas mal interrogé sur ce choix. Alors souvent les gens demandent est-ce que ce sont des Allemands ? Les fondateurs, non, ce ne sont pas des Allemands. Mais pourquoi un terme allemand si le terme tchèque existe ? Alors là on explique, et c'est un terme générique, ça existe. Il y a une Kunsthalle Bratislava, il y a une Kunsthalle Lisbonne. C'est comme le mot galerie. Au départ c'était pas forcément un mot tchèque. Donc voilà, il y a toute une sorte d'éducation, on va dire, à faire. Mais je pense qu'on y arrive, et c'est vrai qu'il y a cette juxtaposition d'un mot allemand avec un mot tchèque, Kunsthalle Praha, qui rappelle un passé qui peut être douloureux pour certains, mais qui peut être glorieux pour d'autres, qui était un passé où la ville et le pays étaient biculturels. On en revient à ce que je disais, cette richesse qu'on peut avoir quand on parle deux langues. Et dans cette ville, Prague, beaucoup de gens étaient bilingues, Kafka l'était, la culture était enrichie par cette connaissance d'une autre langue, d'une autre vision du monde, on va dire. Donc oui, on veut aussi le mettre en avant, cet aspect-là. Peut-être pour terminer tout doucement, vous venez d'ouvrir une nouvelle exposition, Gregor Hildebrandt, c'est jusqu'à fin février. Est-ce qu'on peut en dire deux mots peut-être pour ceux qui écouteraient le podcast Dialogue Paris-Prague ? Oui, alors Gregor Hildebrandt, c'est notre deuxième grande exposition. On a commencé avec une exposition thématique qui s'appelait Kinetismus, 100 ans d'électricité dans l'art. Incroyable d'ailleurs cette exposition, il faut que je le dise quand même qu'elle est à la fois géniale pour les adultes mais très accessible pour les enfants, étonnamment aussi d'ailleurs. Oui, mais ça fait partie aussi de notre mission, je dirais, qu'on s'est donné comme but, c'est d'être accessible. C'est un lieu qui se veut non élitiste, parce que souvent on a cette impression, mais je pense que beaucoup de musées tentent de casser toutes ces barrières d'un art qui ne serait accessible que par une élite. Il faut vraiment faire très attention à ça, et on y pense à chaque étape de la création du programme. Donc avec cette première exposition, voilà, on a mis en place quelque chose qu'on veut faire sur le long terme, c'est-à-dire de parler à tout le monde à travers nos expositions. Il y a un programme éducatif très important. Et l'exposition de Gregor Hildebrandt, donc ça fait partie de ces projets qui seront plus concentrés sur une personnalité. On va alterner thématique et exposition individuelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Gregor Hildebrandt ? Il a un style qui est incomparable. Il travaille avec un médium très inédit, qui est les bandes magnétiques, qui sont les bandes magnétiques d'enregistrement, cassettes audio, cassettes vidéo et les disques vinyles.
Et autrefois sans doute aussi la radio d'ailleurs, pour le coup. Oui, possiblement. Oui, possiblement. Donc toutes ces réminiscences de ces objets qui portaient en eux des informations, il les met sur la toile, il en fait des assemblages et il nous fait réfléchir à notre lien avec ces objets, qui sont des objets qui tendent à disparaître. Donc on a maintenant l'information, on a maintenant la musique, l'image, mais tout est concentré sur un seul support qui est notre téléphone ou notre écran. Et je pense que en cela, cette exposition, elle est très touchante. Elle provoque beaucoup de nostalgie et nous fait comprendre que la beauté peut être dans l'insignifiant. C'est une exposition à voir à la Kunsthalle à Prague jusque fin février. Merci beaucoup, Kristela Varanek, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Anna. C'était un plaisir. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022.